Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. 20h18, on attend Henri Guénaud qui va sans doute arriver très très rapidement dans ce studio pour nous parler de la situation politique, du gouvernement, des premières mesures qui ont été prises. Et si ces premières mesures ont été prises, elles ont été prises par un ministre en attendant, c'est Bruno Retailleau qui sur les 40 fait beaucoup parler de lui dernièrement. En commission des lois, le ministre de l'Intérieur, en commission des lois de l'Assemblée nationale, il s'est défendu sur les fameux propos qu'on lui a reprochés sur l'état de droit. Moi, à aucun moment, j'ai voulu abolir l'état de droit. À aucun moment. J'ai simplement dit qu'il fallait déplacer le curseur dans l'état de droit, comme nous l'avons fait au moment du terrorisme et au moment du Covid. Nous l'avons déplacé entre les deux pôles, si j'ose dire, liberté publique et protection de la société. À aucun moment je ne veux remettre en cause l'état de droit. Mais je conteste ceux et celles qui se cachent derrière l'état de droit pour agréger à l'état de droit des règles qui ne constituent pas l'alpha et l'oméga de l'état de droit. Georges Fenech, je me tourne évidemment vers vous. Écoutez, on met cet état de droit à toutes les sauces. Écoutez, franchement, il a raison d'expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris. Vous avez un état de droit ordinaire, vous avez un état de droit exceptionnel en matière d'état d'urgence, et il a raison de rappeler que après les attentats, on a pris des mesures d'urgence, c'est-à-dire plus de pouvoir au préfet, qui n'en a, au détriment du juge finalement, mais avec des garanties toujours. Et donc il faut savoir, à situation exceptionnelle, répondre de manière exceptionnelle en faisant évoluer le droit. Quand on a créé des cours d'assises spécialement composées avec uniquement des jurés, c'était pour pouvoir juger le terrorisme, parce que le terrorisme, vous ne le jugez pas de manière ordinaire. Il y a d'ailleurs une garde à vue possible de plus de 108 heures en matière de terrorisme. C'est dérogatoire au droit commun. Donc ce qu'a voulu dire M. Retailleau, ça n'est pas qu'il allait tomber dans une forme d'arbitraire du pouvoir exécutif qui pourrait s'écarter de la loi et de la norme et de la procédure pour s'en prendre à des individus. Il a simplement dit dans le cadre de l'état de droit, c'est-à-dire ce qui préserve l'individu d'éventuel arbitraire à l'administration, il va falloir évoluer sur les mesures qui protègent les Français. C'est clair, le reste sont tous des procès d'intention qu'on lui a fait. Vincent Roy. Oui, mais on avait compris, il n'était pas question pour Bruno Retailleau d'en revenir aux lettres de cachet. On avait compris, tout le monde avait compris, sauf que la mauvaise foi, et notamment la mauvaise foi à gauche, a pointé cette question de l'état de droit comme si, par-dessus tout, il était immuable et insusceptible d'une quelconque évolution. Or, Bruno Retailleau a été très clair. Il a dit, dès lors que je me rends compte que la loi n'est plus capable de protéger les citoyens, eh bien, je tente de modifier la loi de façon à ce qu'elle les protège. C'était très clair depuis le départ. L'état de droit, c'est aussi que la loi puisse protéger les citoyens. Mais c'est d'abord ça. On en revient l'état de droit avec l'état du droit. On fait évoluer le droit dans un cadre général de grands principes. Ce sont des principes fondamentaux, même non écrits, qui sont dans des déclarations universelles, etc., qui, ces grands principes sont immuables, évidemment. C'est l'égalité des citoyens devant la loi, ce sont des grands principes généraux, si vous voulez. Et dans ce cadre-là, le droit doit pouvoir évoluer en fonction des situations. Et puis, je ne peux pas vous cacher quand même qu'il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un ministre de l'Intérieur tenir ce type de propos. On a quand même l'impression de respirer quand même un peu. Il prend les problèmes à bras-le-corps. C'est question des OQTF et des agresseurs sous OQTF. Il a dit lui-même avoir été très touché par cette question puisque l'un de ses amis est mort. Voilà. Donc il a très bien expliqué tout cela. Et on voit que là, moi, écoutez, j'ai pas entendu un ministre de l'Intérieur depuis très longtemps tenir ses propos. Il faut peut-être remonter, je ne sais pas, Monsieur Pasqua maintenant, au-delà des propos, cher Vincent, au-delà des propos, reste à savoir, parce que c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, il a du bon sens, je dirais tout simplement du bon sens. Et de la cohérence. De la cohérence et de la volonté. Oui. Et du courage. Et du courage politique. On est d'accord. Et il est soutenu par son Premier ministre. Et il est soutenu par 80% peut-être des Français aussi. C'est ça qui paraît important en termes de sécurité, j'entends. Mais on va y venir parce que dans l'équipe gouvernementale, c'est pas exactement la même chose. Quelle va être sa marge de manœuvre avec toutes ces oppositions, pas uniquement politiques. Non, puis les juges. Mais évidemment, les administrations, les juges, la Cour européenne.
comment va-t-il pouvoir manœuvrer, pagayer, j'allais dire, dans un contexte aussi compliqué politiquement? D'abord, il peut on ne peut que lui souhaiter beaucoup plus de courage, évidemment. Oui, mais il y a des choses qu'il peut faire, notamment auprès des préfets. Il peut durcir considérablement le ton. Je crois qu'il nomme... voie de décret, oui. Il a nommé... D'arrêter. Je crois qu'il nomme... Il a nommé 43 préfets. Et là, il va en voir mardi 21 pour la lutte contre l'immigration. Il va examiner avec eux les éléments qui permettraient d'améliorer les exécutions des procédures d'éloignement, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà. Oui. Bon, est-ce qu'il aura la possibilité de faire légiférer, rétablir, apparemment c'est son intention, rétablir le délit de séjour irrégulier qui permettrait quand même des mises en garde à vue? C'est la circulaire Valls? Non, ça c'est pas la circulaire. Parce que la circulaire Valls, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Non, là c'est un délit qui a été supprimé sous le quinquennat de François Hollande au prétexte qu'il fallait se mettre en conformité avec la directive européenne. C'est ça. Il y a eu un autre sujet qu'il a abordé dans cette interview qu'il a donnée à nos confrères d'RTL ce matin. C'est comment convaincre les pays récalcitrants de reprendre leurs résidents. Écoutez. Pour les pays qui vont être récalcitrants, il y a 3 leviers. Il y a la politique des visas. L'Algérie, on délivre plus de 200 000 visas et on a un peu moins de 2000 laissez-passer consulaires en retour totalement déséquilibrés. Je veux la réciprocité. Première chose, les visas. Deuxième chose, un certain nombre de pays, on les subventionne, on fait de l'aide au développement. Eh bien, conditionnons notre aide au développement à la réciprocité en matière... Après le robinet, voilà. Et troisième chose, on est en train de négocier à Bruxelles ce qu'on appelle le mécanisme de préférence commerciale. C'est-à-dire que on doit pouvoir jouer, y compris sur les tarifs douaniers, m'entendez bien, pour les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements pour les laisser passer consulaires. Je suis pas totalement dans les dossiers des différents ministres, mais j'ai l'impression qu'en tout cas Bruno Retailleau, lui, il a pris de l'avance sur les autres. Manifestement. Manifestement. Là, c'est alors, vous parliez de bon sens, de courage et de cohérence. Là, on ne peut que saluer ce qui vient d'être dit par le ministre de l'Intérieur. Après, les choses ne sont pas si simples, puisque aller dire à l'Algérie, vous allez nous donner autant de laissez-passer consulaires que nous allons donner de visa. Il a parlé de réciprocité. On ne sait pas trop si la réciprocité, c'est les mêmes chiffres ou est-ce que c'est un quota de... Voilà. Non, on n'a pas 200 000 Algériens expulsés par an. Non. C'est évident. Voilà. Même si on délivre 200 000 visas, c'est évident. 100% de QTF, c'est pas possible. Je crois que c'est ce même Bruno Retailleau qui l'a dit il y a quelques jours. Moi, j'ai le sentiment d'avoir affaire plus qu'à un ministre intérieur, un Premier ministre bis, en réalité. Oui, c'est ça. Vous voyez comme il déborde, mais je dirais, il déborde avec intelligence, sans empiéter non plus, sur d'autres questions qui ne relèvent pas forcément de la place Beauvau. Je pense à tout ce qui est tarification douanière, ça ne relève pas de la place Beauvau. Oui. Et vous voyez, il a une vision plus large, plus politique, pour maintenir la sécurité dans le pays, mais il le fait parce qu'il a l'aval du Premier ministre, bien entendu. Oui, il déborde, mais il dérange aussi. Quand on entend, par exemple, la porte-parole du gouvernement, qui est donc porte-parole du gouvernement. Encore une fois, c'est pas un jeu. On n'est pas là dans une posture ou dans un jeu d'acteur. Elle donne la parole à l'action du gouvernement. Maud Bréjon, qui hier disait, bah oui, mais l'entente avec les LR, elle est parfois compliquée. Est-ce que c'est son rôle aussi de dire ça, alors que peut-être que effectivement Bruno Retailleau, ça dépasse au-dessus du lot parce qu'il commence à prendre des mesures plus rapidement que les autres. C'est difficile aussi. Est-ce qu'il va avoir le soutien d'un gouvernement? Ils sont 40. Il a visiblement le soutien de son Premier ministre, de Michel Barnier. Ce qui est capital. Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il laisse faire. D'ailleurs, il y a eu quelques propos rapportés familiers de sa visite en Allemagne, qui voulait qui se débrouille. Est-ce que d'autres ministres ne vont pas lui mettre des bâtons dans les roues? C'est ça la question. D'abord, pour ce qui concerne Macron, le président Macron qui laisse faire. Est-ce qu'il a d'autres solutions que de laisser faire? Non, je crois pas. Attendez, je crois le président préside, le gouvernement gouverne. Il faut bien... On a du mal à s'y faire. Hein. On a du mal à s'y faire parce que ça fait 7 ans que c'est un peu différent, non? Vous ne trouvez pas? Exactement. Ça fait 7 ans que ça. 7 ans déjà, oui, ça fait 7 ans. 2017. Ouais. Exactement. Mais il faut bien comprendre qu'encore une fois, le pouvoir, la politique du pays, elle n'est plus à l'Élysée, elle est à Matignon et à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Hein. Que vous dire de plus, sinon que je ne comprends pas cette réflexion, effectivement, cette déclaration de la porte-parole du gouvernement. La difficulté avec LR, le Premier ministre, il est LR. Les LR font partie de cette coalition.
je ne vois pas qui ça peut déranger. Sinon, alors une aile gauche peut-être de cette coalition. Mais je suis quand même étonné, ça ne doit pas être la parole du Premier ministre lui-même, cela. Hein. Ça ne l'est pas, en l'occurrence, c'est la parole de Maud Bréjon.